Ouais, bonjour et bienvenue à la pause découverte de la formation continue de l'UQAM. Mon nom est Annie Desharnais, je suis conseillère en communication et je suis accompagnée de Sophie Malavoie qui va nous parler de vulgarisation scientifique aujourd'hui. Donc, elle est ingénieure de formation et bien sûr communicatrice scientifique depuis 35 ans. Elle a dirigé le cœur des sciences de l'UQAM pendant plusieurs années. Elle a aussi été journaliste et réalisatrice à plusieurs émissions scientifiques telles que Zone X et Zone Science à Télé-Québec et Découverte à Radio-Canada. Elle est aussi lauréate du prix Thérèse Patry décerné par l'Association des communicateurs scientifiques du Québec et Radio-Canada. Sans plus tarder, je vous laisse le micro, Madame Malavoie. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on fait le petit sondage pour commencer? Oui, bien sûr. Alors, j'avais envie de commencer par un petit sondage, mais peut-être je vais faire une introduction avant. Oui. Euh, c'est une pause découverte. Alors, moi, mon idée aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser certains points. C'est court, une demi-heure. Comme en général, les formations, c'est 3 heures minimum et on manque de temps, c'est plutôt 6 heures. Mais je vais vous faire réaliser certaines choses. En fait, vous sensibiliser au fait que vulgariser, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. Beaucoup plus compliqué, ça demande d'acquérir des compétences, de comprendre un petit peu les éléments clés d'une vulgarisation de qualité, et aussi ça demande du temps, tout simplement. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit sondage pour voir un peu où vous vous situez. C'est-à-dire, est-ce que vous en avez déjà fait de la vulgarisation? Euh, Est-ce que vous avez aimé ça ou pas aimé ça? Là, ça continue à répondre, on va bientôt pouvoir... Ah, c'est assez équilibré, hein? Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y en a quand même, bon, à peu près égal, des gens qui ont aimé ça, d'autres qui ont trouvé ça difficile, et une partie qui ne l'a pas fait. Alors, c'est très court, une demi-heure. Mon idée, c'est que j'ai mis 7 questions. Comme je vous dis, mon seul but, c'est de vous faire réaliser certains points importants, pas vous donner tout le contenu qui vient avec une vulgarisation de qualité. 7 questions, un petit peu pour vous faire travailler. Donc, je partage tout de suite mon PowerPoint. C'est plutôt Share Screen. Il est ici. Et voilà. Ça va être très simple. Première question. Quel est le plus grand défi? Ça a l'air idiot comme question, hein. Mais il y en a parmi vous qui ont trouvé ça difficile. Il y en a qui en ont déjà fait, qui ont aimé ça. Puis il y en a qui n'en ont pas encore fait. Mais dans ces trois situations-là, de toute façon, quel est, d'après vous, quand on parle de communiquer à des non-spécialistes, cet élément est plus important, des non-spécialistes, il est où le plus grand défi? C'est quoi les difficultés? Vous pouvez aller ouvrir vos micros et dire juste quelques mots. Ça peut être juste de dire, selon vous, ouvrez vos micros à tour de rôle et donnez-moi quelques idées de ce que vous trouvez difficile. Soyez pas timide, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, Moi, l'une des difficultés que j'ai pu remarquer, d'abord, je dois vous remercier pour cette conférence-là qui oui, est très plausible. Et moi, je crois que c'est la passerelle qui doit exister entre la vulgarisation scientifique et la communication scientifique. Parfois, ok. certains résultats de travaux de recherche qui sont restés au niveau de la bibliothèque et au niveau de l'université ou des centres de recherche, alors que le public n'en a pas accès. Et je crois que c'est l'un des grands défis pour moi. Ok, la passerelle, ok. Mhm. C'est un peu plus, non mais c'est vrai ce que vous dites, c'est un peu plus théorique, c'est-à-dire on est plus, là je suis plus pratico-pratique. Dans quelqu'un qui fait de la vulgarisation, qui a un projet, vous avez un projet, quel est votre premier défi au départ, quel que soit le sujet que vous devez traiter? Allô? Oui, 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 bonjour. Euh, Moi, je dirais que le premier défi, ce serait de faire passer le message, de savoir quel message on veut faire passer, puis de le faire passer correctement, s'assurer qu'il a été compris. très bon. En fait, vous anticipez un peu sur les choses que je vais dire, mais ça c'est très bon, effectivement. Mais c'est toujours pas faire passer le message, ça c'est important d'avoir un impact. Mais ça, il y a quand même un élément très vrai là-dedans. Quelque chose d'autre qui est très important. On peut prendre encore une réponse. C'est toujours moi. Oui, bien sûr. Je dirais se mettre au niveau de notre public cible. Se mettre au niveau. C'est exact. Tout ce que vous dites est vrai. Ce que je voulais vous faire réaliser avec ça, c'est que on n'y pense jamais parce que vous êtes plus habitué à faire des communications avec des pairs, avec un public de spécialistes. Et on oublie une chose, les spécialistes, ils sont a priori intéressés par ce que vous faites. Parce qu'ils travaillent dans le même domaine ou ils ont besoin de tel ou tel travaux, ils sont motivés. On peut dire que c'est un peu, comme on dit en communication, un public captif, c'est-à-dire qu'il est déjà intéressé.
Le problème de la vulgarisation, quand on s'adresse à des non-spécialistes, et même si on s'adresse à des gens qui sont des non-spécialistes, mais dans le cadre d'une réunion de travail, on parle à des décideurs et des élus et tout ça, le premier défi, c'est de susciter leur intérêt. C'est d'arriver à capter leur attention. On est dans une guerre actuellement, on a beaucoup d'informations et ceux qui gagnent, ce sont ceux qui arrivent à capter l'attention. Donc, c'est d'arriver à se dire, j'ai tel sujet à faire passer, tel message, mais comment je peux le rendre intéressant pour tel public? Donc, c'est capter l'attention. Dites-vous que le public, il n'est pas obligé de vous écouter. Même si vous êtes dans une activité d'animation, même si vous avez écrit un texte pour vulgariser certains résultats, est-ce que les gens vont vraiment le lire? Ce qui revient aussi à faire passer le message. C'est-à-dire, mais c'est être intéressant. On oublie ça. On pense que ce que l'on veut travailler, c'est sûrement pas le défi de se limiter à simplifier son propos et tout ça. Non, c'est malheureusement beaucoup plus. C'est pas résumer une recherche, c'est pas telle chose. Donc, en fait, il faut vraiment faire ressortir l'intérêt. Et ça a l'air de rien, mais c'est très difficile. Alors, je vais passer tout de suite, parce qu'on a très peu de temps, mais à une deuxième question. Ça peut apparaître très général, mais vous venez un petit peu, Sonia, déjà d'en parler. Là, mettez-vous chacun, vous avez un projet de vulgarisation, que ce soit un article, que ce soit un blog, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un spectacle, que ce soit quelque chose, une vidéo ou n'importe quoi, ou une présentation PowerPoint que vous faites devant des gens. Deuxième question à se poser. La première question à se poser, excusez-moi pourquoi je lis deuxième. Donc, on parle d'un public non spécialiste, mais qu'est-ce que vous devez vous dire plus précisément? Quelles questions vous devez vous poser? Bon, ça peut paraître pas évident en fait, parce que mes questions sont... ce que je veux faire comprendre là-dessus, c'est qu'un public non spécialiste, c'est beaucoup trop large comme catégorie. En fait, ce qu'on appelle le grand public, ça peut être toutes sortes de choses. C'est de vous poser la question qui est un peu évidente, mais à qui je m'adresse exactement? Parce que quand on dit que le défi, c'est de capter l'intérêt, ben, l'intérêt du public, il varie selon sa nature. C'est-à-dire ce qui va intéresser des enfants, c'est pas du tout ce qui va intéresser des adultes, ce qui n'est pas du tout ce qui va intéresser forcément des citoyens qui sont déjà touchés par un sujet, ou des décideurs ou des élus. Donc, selon le public vraiment que vous visez en priorité, souvent vous allez avoir un public hétérogène, où il y a un peu de tout. Mais dans ce cas-là, il faut prioriser. Les gens à qui je m'adresse en priorité, c'est ça. C'est l'adulte qui est universitaire, ce sont des enfants, ce sont des décideurs. Donc là, c'est la première question, c'est à qui je m'adresse. C'est la première chose qu'on doit se dire. Et là, quand je dis une chose à réaliser, et ça c'est difficile parce que en général, les gens ne le font pas, ils sont déchirés. C'est que vous ne vous adressez pas à vos pairs, vous ne vous adressez pas les autres membres de la communauté scientifique. Quand quelqu'un fait une présentation dans le cadre d'un congrès, d'un colloque, enfin tout ce qui est académique, pour présentation savante, tous les détails, tout va compter parce qu'en fait, c'est dans un cadre professionnel et on doit défendre la solidité de ses travaux, de l'idée qu'on veut défendre. Donc là, tous les éléments comptent. Dès qu'on est avec un public de non-spécialistes, on change complètement la donne. C'est-à-dire, il faut réaliser que vous ne parlez pas à vos pairs et ça va entraîner beaucoup de choses, notamment de faire des compromis. Notamment, vous n'êtes pas là pour enseigner, vous n'êtes pas là pour résumer vos recherches. D'ailleurs, une synthèse, ce n'est pas un résumé, c'est la capacité d'extraire les idées principales, les idées clés. Donc, il faut réaliser ça. Et la sous-question qui suit, c'était d'abord à quel public je m'adresse, mais la sous-question, c'est compte tenu de tel public, mais quelle est la meilleure façon de le rejoindre? Ça, c'était juste pour vous dire actuellement que on parle de vulgarisation scientifique, mais les moyens de le faire, les formats, c'est en train d'exploser. C'est pas juste une conférence, c'est pas juste un blog, c'est pas juste un article, c'est pas juste un site internet. Il y a la bande dessinée, il y a le spectacle, il y a énormément de choses. Il y a même des gens qui vont danser leur PhD. C'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des concours. Donc, quelle est la meilleure façon de rejoindre le public que vous visez? Par exemple, vous voulez toucher des citoyens, vous êtes en environnement, toucher des citoyens qui sont affectés par tel problème et vos recherches leur permettent d'apporter une information qui devrait les intéresser. Ben, si c'est des citoyens peu scolarisés, des gens qui lisent pas beaucoup, c'est sûr que la forme écrite ne sera pas forcément adaptée. La forme d'une conférence non plus. C'est très spécial d'écouter une conférence pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'est pas adapté. Vous vous adressez à des élus, par exemple, ou à des décideurs. Vous avez 5 minutes, 3 minutes de présentation. Ben là, il faut savoir, il faut que ça soit très court, très clair et très punché.
Donc, et vous adressez à des enfants. Ben, les enfants, c'est sûr que ce n'est pas les longs dépliants, ce n'est pas des rapports, ce n'est pas forcément des conférences. On va plus aller dans le mode de l'animation et de l'interaction ou de la BD. Par exemple, la bande dessinée a beaucoup, beaucoup le vent dans les voiles en ce moment et c'est très utile en vulgarisation parce que justement, les gens sont plus portés à lire de la BD que des articles. Donc, mais ça, c'est pour amener à une deuxième question, Sonia l'a déjà mentionné. Et ça, c'est la chose que les gens ne font jamais. Vous avez un projet. Là, bon, vous êtes déjà posé la question comment je vais intéresser les gens, quel est le public que je vise, et comment rendre ça intéressant pour ce public. Mais en gros, il y a une chose que je vais vous capable de formuler avant même d'écrire le moindre mot ou de faire la moindre chose sur le projet de vulgarisation que vous avez. Et ça serait quoi d'après vous? Sonia l'a mentionné en fait. Je donne un petit cue là. Je l'ai mentionné, d'avoir un message clé. Oui, Oui. c'est exactement ça. Et ça, les gens oublient. Avant de faire le moindre projet, les gens se disent, ah ben, je vais parler de ma recherche. Et là, on commence à essayer de résumer. D'ailleurs, une bonne vulgarisation, c'est pas un résumé. Et ça marche pas. Je dis tout de suite, ça marchera pas. Mais c'est de se dire, avant même, ben, c'est quoi le message que je veux faire passer? Et on ne passe qu'un message. Donc, quelle est l'idée que je vais transmettre? C'est comme ça qu'on va avoir un impact. Avant d'écrire quoi que ce soit. Là, je passe tout ce qu'on peut apprendre en vulgarisation, comment structurer un texte, par quoi on commence, comment on a une accroche. C'est tout ça qu'on apprend dans les formations et qui fait qu'on est capable de faire passer son message. Mais il faut en avoir un. Et ça, c'est bon pour n'importe quel projet. Et de communication aussi. Quand on donne des entrevues, c'est pareil. Il faut avoir un message, savoir quelle est l'idée qui compte pour nous. On aura beaucoup plus de contrôle de son entrevue quand on a un message parce qu'on va être capable de le passer de façon vivante plutôt que quand on fait juste répondre aux questions. Donc, il faut qu'on sente que vous ayez une idée à faire passer et que ça soit clair dans votre tête. Et vous ne soyez pas juste en train de parler rapidement de vos travaux. Donc, ça, c'était une deuxième question. Ça a l'air de rien, mais je veux juste vous sensibiliser à des choses. Actuellement, vous n'avez pas encore écrit un seul mot. Donc, je récapitule. Vous savez qu'il faut intéresser les gens, comment on va rendre ça intéressant, le public auquel vous intéressez et quel est le message. Message adapté au public, bien sûr. Ensuite, c'est juste pour vous entendre là-dessus. Est-ce que il y a des gens qui ont trouvé ça difficile, il y a des gens qui ont des craintes, il y a des résistances auprès des scientifiques. Est-ce que vous avez peur, vous, d'être trop réducteur ou d'être un peu trop simpliste ou de ne pas être capable de donner un petit peu, qu'on donne une image de la recherche comme quelque chose un peu de déformé parce qu'on simplifie les choses et finalement, la recherche, on perd toute la substance. Est-ce que c'est des craintes que vous avez? En fait, là, ce que je veux amener comme point, comme je vous dis, mon objectif, c'est juste de vous faire réaliser certaines choses. C'est que c'est une crainte qu'ont beaucoup de scientifiques. Mais en fait, il faut comprendre ce qu'est la vulgarisation. C'est pour ça que je mets ça. Vous ne vous adressez pas à vos pairs. Donc, vous n'êtes pas là pour enseigner non plus. L'idée, c'est d'intéresser les gens et d'extraire une ou deux idées clés qui vous tiendra. Une idée clé avec quelques idées secondaires qui sont aussi importantes, et c'est tout. Donc, ce n'est pas de tout dire. C'est la difficulté en vulgarisation. Vous devez parler de quelque chose sans être obligé de donner toutes les bases scientifiques nécessaires à l'obtention de ces résultats. Ce n'est pas une formation scientifique qui vise à faire des gens qui seraient capables de faire ces recherches-là. Non, c'est d'aller extraire l'essentiel sans donner toutes les bases qui sont derrière. Donc, c'est de ne pas tout dire, c'est d'élaguer. Il faut comprendre qu'il faut être capable de faire des compromis, de se dire je ne dirai pas tout, même si pour mon collègue, il va trouver que je simplifie. Non, l'idée, c'est qu'on simplifie pour que le message passe. Donc, c'est faire des compromis et accepter d'être incomplet, mais juste. Donc, on ne déforme pas. On n'est pas forcément réducteur, on priorise l'information. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et on voit toute la différence. Si vous voulez trop en mettre, si vous voulez mettre trop d'informations, ça va être contre-productif et les gens ne pourront tout simplement pas intégrer tout ce que vous dites. Il y aura trop de matière, ça sera trop dense, ça sera ennuyeux et les gens vont décrocher. Donc, je passe avec une autre question parce que je vois le temps qui passe. Il y en a qui ont fait de la vulgarisation ou quand vous écoutez des vulgarisations, là, vous devriez être capable de... C'est quoi les qualités d'une bonne vulgarisation? Quand vous écoutez quelqu'un qui fait un scientifique qui parle et vous dites c'est un bon vulgarisateur, une conférence, un site internet, c'est quoi les qualités d'après vous de la vulgarisation? Être capable de donner un exemple qui se rapproche le plus possible du concret, du quotidien des gens, peut-être? Oui, c'est bon ça, oui. Que le message soit clair. Clair, oui.
Que je puisse le comprendre et le retenir. Compréhensible, oui. Tout ça, c'est bon. Présenter un contenu accessible. Accessible. Ça va avec compréhensible, c'est parfait, oui. En fait, vous avez mentionné plusieurs choses. Je passe un peu vite parce que la formation, bon, c'est pas une formation, c'est juste une sensibilisation qui dure une demi-heure, c'est très court. Mais vous avez mentionné beaucoup de choses. Claire, la clarté, que les explications soient claires, concises. Bon, on ne l'a pas mentionné concis, mais justement, il ne faut pas trop s'éparpiller, que on dise les choses d'une façon concise pour être capable de donner plus d'informations, claires, compréhensibles, accessibles. Oui, tout à fait. Si c'est incompréhensible, ce n'est pas une très bonne vulgarisation. Vous avez pas insisté sur une chose, c'est la fluidité. On dit toujours qu'une modification, c'est comme si c'était une histoire. Quelqu'un vous raconte sa recherche. Non seulement vous la présente, il vous la raconte. Donc quand on raconte, il y a des éléments humains, des éléments vivants, mais surtout la fluidité, la logique. Tout coule de source, il y a un fil conducteur. C'est des choses qu'on apprend dans les formations, justement à structurer une bonne présentation. C'est quoi un fil conducteur? Un bon fil conducteur. Ce que vous avez mentionné quand même, vous avez commencé à mentionner, c'est pour moi les deux qualités les plus importantes, c'est des présentations concrètes. Souvent, les chercheurs ont le biais, bon, ils veulent rester très général, fait que finalement, ils mettent des généralités. Les généralités, c'est la pire chose que l'on peut faire parce que ça ne parle pas, ça ne dit rien aux gens. Ce qu'il faut toujours avoir, c'est des exemples, des exemples, des exemples. Quelqu'un l'a mentionné, des exemples concrets. Un exemple, ça concrétise. Vous parlez d'une notion, par exemple les poissons de fond, tel le flétan ou le machin, les stress vécus dans les milieux familiaux, tels les disputes, les machins. On donne des exemples et on les a préparés en tête. Des exemples, des exemples. Et ce qui aide beaucoup et ce qui est essentiel pour être concret, la qualité d'une présentation concrète, les gens auront une prise, ce sont les chiffres, d'avoir des données, de quantifier, pas des statistiques, des chiffres. Vous parlez d'une maladie, combien de gens en souffrent? Vous parlez d'un problème environnemental qui a dévasté telle région, quelle superficie? Et on compare à du connu, à une superficie que les gens connaissent pour que ça soit plus parlant. Être concret, ça c'est les éléments essentiels. Donc, et vivant. C'est un truc que l'on peut apprendre, c'est que c'est pas évident d'être vivant, mais qu'il y ait du rythme, que ça s'écoute tout seul. Ce qui fait que vous avez des entrevues où les gens parlent, c'est ennuyeux, et d'autres, c'est vivant. Je passe rapidement. Et là, c'est justement un petit élément, comment toucher un public? D'après vous, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que il vous vient en tête une entrevue que vous avez en truc ou une conférence? Est-ce qu'il y a un élément qui semble ressortir? En parlant le même langage, Même langage, oui. puis qui peut-être aussi partager les mêmes valeurs. Langage, les valeurs, oui. En fait, ce que vous approchez, mais en fait, c'est vrai ce que vous dites. Ce que je veux sensibiliser, c'est impossible de répondre à mes questions parce que moi, j'ai la réponse, mais c'était juste une occasion de vous. Je réalise qu'avec la vulgarisation, on a trop vu ça comme juste un transfert, mais juste de connaissances de contenu. Mais on est des humains. D'abord, la recherche est faite par des humains, et quand vous parlez, vous vous adressez à d'autres humains. Et en fait, être humain. Il faut toucher votre public, même si vous écrivez un texte écrit. Il faut qu'il y ait un contact. Et pour avoir un contact, bon, faut qu'il n'y ait pas juste, quand je vous dis raconter une recherche, surtout quand on est en mode oral, c'est pas juste des résultats, c'est pas juste des faits, c'est aussi qu'on puisse partager, qu'on puisse vous connaître vous, vous sentir vous, ce qui vous motive. Je veux pas dire que sentir que vous êtes un chercheur passionné ou une chercheuse passionnée, c'est pas ça, mais il faut qu'il y ait un côté, ça passe par des anecdotes. Ça passe par qu'on puisse ressentir que ça vous touche, que ce qui vous motive, en fait, c'est le côté humain, de l'humour des fois. Donc, il faut vraiment, et quand vous dites être le même langage, il faut arriver à créer un contact. Quand vous pouvez faire interagir les gens, poser des questions, les interpeller. Bon, à l'écrit, c'est pas évident parce qu'ils vont pas vous répondre, mais déjà, en posant une question, ils se sentent interpellés. Mais l'élément qu'on oublie tout le temps, c'est que dans toute communication, c'est la place des émotions. En fait, moi, je crois beaucoup en ce que dit Boucard. Boucard, il dit toujours, il utilise les émotions pour rendre les gens réceptifs à ses propos. Et il faut qu'il y ait de l'émotion. Je ne parle pas de sensationnalisme, je ne parle pas de faire peur. Ou de faire... Quelque chose de subtil, ne serait-ce qu'un sourire, pour rendre les gens réceptifs.
Et en étant humain, en mettant de l'émotion, que ça soit juste de dire comment vous avez ressenti telle découverte, comment vous avez vécu telle chose, ou que l'on vous sente aussi, qu'on ait l'impression qu'on vous découvre vous aussi en plus des résultats. Donc ça, c'était le petit... et qu'on sente que vous ayez du plaisir. Les bons communicateurs ont du plaisir. Et le plaisir, il se partage et on le sent. Et c'est bien sûr d'avoir un langage commun, les mêmes valeurs. Quand on a plus de temps, on peut expliquer à quel point, quand on s'adresse à un public, ça ne va pas juste de dire ah, je m'adresse aux enfants ou aux adultes, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est de se dire quelles sont les valeurs, quelles sont les croyances de ce public-là pour s'ajuster. Parce que la première chose que l'on doit savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'informer les gens pour qu'ils changent d'attitude ou qu'ils changent de perception ou de croyance. Malheureusement, ça serait beaucoup trop simple, mais il faut déjà les connaître, comment les gens raisonnent, les gens à qui vous adressez, comment ils raisonnent. C'est ce qui permet de contrer ce qu'on appelle le biais de confirmation. Parce que les gens vont toujours chercher des informations qui confortent ce qu'ils pensent déjà. Comment on casse ça? On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est ça le genre de compétences que l'on doit acquérir. Comprendre ce mécanisme psychologique qui fait qu'on a un public, mais est-ce qu'on est capable de le rejoindre vraiment? Le temps file. Alors, j'ai une autre question, la dernière en fait. Un autre élément très important que j'ai dit, il faut la plupart du temps, parce qu'il y a une situation où de fait, ce n'est pas un élément qu'on peut utiliser, mais dans une communication en général, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un élément dont je n'ai pas parlé encore qui est important, qu'il faut soigner? Son apparence. Non, l'apparence, de sa apparence à soi, non. Mais il y a quelque chose, non pas votre apparence à vous, mais non, quelque chose d'autre, quelque chose de... C'est du plus... message. Le Non, message. Le non, message. c'est autre chose que des mots et tout ça. Là, je vous aide un peu. Le support visuel. Le support visuel, exactement. Le médium de communication. Oui, le médium et le c'est un support texte. visuel. Tout ce qui est visuel. C'est incroyable comme les scientifiques. Il faut savoir que les gens acquièrent l'information d'abord par le visuel. Une image vaut 1000 mots, et c'est vrai. Et toutes les études en psychologie de la communication, d'ailleurs, quand on parle des études pour contrer les biais de communication, les biais de confirmation, c'est l'importance du visuel. Vous avez un chiffre, il faut d'abord le représenter visuellement, les gens vont le voir plus qu'en mots, en chiffres. On est d'abord visuel. Il faut le soigner. Et le visuel, c'est pas le visuel de l'article savant que vous allez publier dans un magazine qui est très dense et tout ça. Le visuel doit être retravaillé, soigné. Vous faites une présentation PowerPoint, vous faites un truc devant, c'est épuré, ne pas avoir des diapos qui sont des notes. On ne met jamais de phrases, jamais de phrases que l'on lit, parce que les gens vont lire votre phrase plutôt que vous écoutez. On met juste des mots-clés, des trucs clairs, jamais trop chargés. On ne met que ce dont on va parler et rien d'autre. L'épuré, la taille des caractères, le nombre de conférences que j'ai vues où la taille des caractères est tellement petite que les gens sont incapables de lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, le visuel est très important, la qualité des photos, des schémas. C'est tout ça qu'on peut apprendre dans une formation. Et comment on peut faire la visualisation des données, tous les outils qui existent, d'abord, ils sont nombreux. Et ça aussi, c'est un domaine en pleine expansion. Donc, soigner le visuel et quels sont les visuels qui fonctionnent et où est-ce qu'on peut trouver du bon visuel. Vous voyez, le temps passe. On a un petit 5 minutes. Si vous avez des questions, ces 5 minutes, c'est pour vous. J'ai vraiment été très vite parce que, comme je vous dis, en 3 heures, je n'ai pas le temps de passer au travers de tout ça. Et en général, la formation comprend une partie pratique de 3 heures où les gens peuvent vraiment réaliser tout ce que ça veut dire quand on essaie de le mettre en pratique soi-même. Donc, à vous maintenant. Moi, j'ai une question. Oui. Oui, vous parliez de toucher le public, présenter des Allumez anecdotes. votre caméra, ça serait plus sympathique. Oui. Je vais arrêter de partager ma présentation et on va tous se voir. Ça va être plus sympathique. Oui. Est-ce que vous me voyez maintenant? Oui. Oui. Oui, Sonia, bon. oui. Alors, quand vous disiez présenter des anecdotes et de l'humour, est-ce que c'est des anecdotes pendant la recherche qu'on a faite ou ça peut être, je ne sais pas moi, ça m'est arrivé de faire une présentation, il y a eu un problème technique, puis là j'ai fait une blague, mais par rapport à l'instant, est-ce que c'est suffisant ou c'est une anecdote vraiment qui est en relation avec la recherche? En fait, les deux. Les deux, c'est que quand vous avez des anecdotes en relation avec la recherche, je pense à une anecdote, par exemple, une chercheuse qui travaillait sur les mammifères marins, puis elle avait observé en Israël, enfin, c'est un truc que j'avais vu dans un texte, un mammifère, une baleine grise qui ne devait pas être là. Tout le monde l'a traité de tous les noms en disant... et finalement, elle avait vraiment observé quelque chose d'unique. Donc, elle peut raconter ça que personne ne l'a cru, mais ça peut être aussi des anecdotes du moment même.
tout ce qui fait qu'on sente la personne derrière. Quand vous réagissez à un incident technique ou quelque chose qui se passe dans la salle, ou vous faites un peu d'humour sur les gens et tout ça, ça fait ressortir votre côté humain. Il y a une interaction qui se passe. Bon. C'est bon, merci beaucoup. Une autre question? Vous disiez qu'il y avait un support qui était très populaire en ce moment, c'est la bande dessinée. Mais en tant Oui. que chercheur, on n'est pas forcément doué pour dessiner. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'associe avec un dessinateur pour passer par ce médium? Oui, parce que si on ne sait pas dessiner, je sais que je donne un cours à l'Université de Sherbrooke, puis le type avec qui je donne ça, lui, il donne aussi un cours sur bande dessinée. Puis c'est fou parce que les étudiants de doctorat, ils arrivent à dessiner, même s'ils ne savent pas dessiner. Il y en avait qui avaient pris les petits Legos, c'était assez marrant. Mais on n'a pas forcément, mais des fois s'associer avec un dessinateur. Je peux vous donner un exemple. L'Institut de recherche en santé et sécurité au travail publie souvent des résultats et ils veulent faire du transfert parce que pour les milieux professionnels, ils ont des recherches qui montrent certains dangers, certaines choses, et ils ont choisi d'utiliser comme médium la bande dessinée qui sensibilise à un problème, les alertes sonores ou je sais pas, les trucs de sécurité, et à côté la fiche qui donne le complément d'information. Parce que pour le lecteur des gens du monde du travail, la bande dessinée, c'est plus attirant et ils sont plus lus. Donc, si vous ne savez pas dessiner, effectivement, ce n'est pas besoin d'être un dessin d'artiste et tout, mais s'associer avec quelqu'un qui sait dessiner. Sinon, vous pouvez vous lancer, c'est incroyable ce que les gens font même. Moi, j'ai vu le résultat pour le cours que donne l'autre, il en a même publié un petit livre, mais il y en a, il a utilisé les petits Legos de sa fille et puis il a fait toute une bande dessinée avec ça, enfin des photos. Puis, est-ce que la bande dessinée, ça serait un bon médium pour les décideurs? Non. C'est plus pour le Non, grand public. pour le grand public. Oui. Pour les décideurs, ce qu'ils vont aimer, c'est vraiment le côté très synthétique. Un décideur a très peu de temps. Un message clair, très clair, avec des idées prioritaires et une articulation, une structure qui fait qu'en 2-3 minutes, vous avez dit l'essentiel. Et vous n'avez pas noyé dans des « Ah, il faut que je vous explique telle affaire, telle affaire, telle affaire ». Donc, c'est un message clair, avec des recommandations et des idées clés. Ce qui n'est pas un résumé. Ce qui n'est pas un résumé. Donc, c'est d'être capable, une synthèse n'est pas un résumé. C'est l'extraction des idées clés. Ça, les gens souvent font l'erreur. Le décideur, il veut avoir un avis d'expert. Donc, il veut un message. Qu'est-ce qui ressort de votre analyse? Les idées principales. Et ensuite, vous pouvez lui donner un document plus complet s'il veut aller chercher des compléments d'information. Mais il ne veut pas qu'on le perde avec des termes techniques, avec des définitions et tout ça. C'est bon. Et du visuel qu'il pourra utiliser aussi, il veut ça. Excusez-moi. Question, oui. Oui. J'aimerais savoir quelle place donnez-vous à la voix et au corps? Alors, la voix, c'est important. Ben là, on parle quand on est à l'oral, bien sûr. Moi, la place que je donne, bon, on ne peut pas changer sa voix. On peut essayer de travailler son débit. Moi, je parle très vite. Bon, quand j'arrive à me contrôler, ça va. Des fois, c'est difficile, hein, parce que bon, on ne fait pas du théâtre. Mais c'est vrai que les gens qui ont une voix posée, ça passe toujours mieux. Moi, je dis aux gens surtout d'être naturels. Au corps, il y a des gens, je donne les formations pour ma thèse en 180 secondes, qui est un petit concours où en 3 minutes, ils présentent leur thèse de doctorat. Et je leur dis, soyez naturels. Il y a des gens qui vont être naturels en marchant, il y a des gens qui vont être naturels fixes. Ça dépend. Il faut que ça soit naturel et surtout pas surjoué. Mais la voix ne doit pas être ennuyeuse, d'avoir le ton monotone. C'est pour ça qu'un style, vous alternez des interrogations, posez une question, il faut qu'il y ait de la vie. Sans surjouer, en étant naturel. Donc, j'espère que ça peut vous être utile, mais tout ce que je voulais en fait faire ressortir, c'est pas facile la vulgarisation, ça prend d'acquérir des compétences, de prendre le temps de le faire, et de prendre le temps, et des compétences vous permettent après de décortiquer un peu ce que font les bons vulgarisateurs et ça devient naturel. C'est un investissement qui est à mon avis très payant parce que le retour est énorme. Oui, c'est un investissement en temps. On peut dire à quoi ça sert, c'est pas ça qu'on me demande, on me demande des publications savantes, mais ce que je vois, moi, c'est que les gens qui ont appris à bien communiquer ont un énorme retour. Même l'enseignement, leur capacité de communiquer avec tout ce qui gravite autour de la recherche, les communautés, les citoyens, les décideurs, les élus, tout ce qui bouge. Et en plus, il y a un retour sur le plaisir, ça donne du sens à ce que vous faites, parce que vous êtes capable d'en parler. C'était le retour de ma thèse en 180 secondes, le plus gros. Quand on a posé aux étudiants, ils disaient oui, c'était beaucoup de travail, mais finalement, ça m'a permis de voir que ma thèse était intéressante finalement, parce que ça fait 4 ans qu'ils étaient là-dedans. Donc voilà, c'est tout.